Depuis mon jeune enfance, j'ai toujours aimé travailler pour mon compte. Donc on a commencé à vendre des bonbons dans la rue pendant les vacances. C'est comme ça que j'ai appris à faire les affaires, se faire un peu d'argent. La première entreprise à Paris, c'était une entreprise de surveillance des supermarchés. J'ai monté à Miami pompes funèbres, des enterrements à l'africaine, ça a bien marché. Je suis parti en Haïti, j'ai acheté quelques avions et j'ai créé Haïti Air. On est tous ensemble pour faire des activités économiques. Si on se retire de ça, pour dire qu'on est souverain, on a tout faux. C'est l'économie d'abord et le dialogue. Pas avec les arts. J'ai tout perdu à 80 à 90%. Je vais continuer à me battre parce que ceux qui sont au pouvoir ne savent pas le tort qu'ils sont en train de créer à l'économie du pays et ça va leur rattraper de ces 4 matins. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, nous faisons une émission spéciale avec un invité spécial qui nous vient tout droit de Bamako, au Mali. Il s'agit de l'homme le plus riche du Mali, du moins d'après plusieurs classements parus il y a de cela quelques années. Je parle bien évidemment de Mamadou Sinsi Coulibaly, qui a accepté de nous partager son parcours, comment il a fait pour devenir l'entrepreneur avec succès qu'il est aujourd'hui. Vous allez vous rendre compte que partout où il est parti, que ce soit en France, à Haïti ou même aux États-Unis, il a toujours lancé des business. Et pourtant aujourd'hui, il déclare qu'il a perdu plus de 80% de sa fortune depuis le récent coup d'État au Mali. Que s'est-il réellement passé? Et pourquoi ses affaires aujourd'hui broient du noir? Il nous donne ses vérités. C'est une émission dans laquelle il se livre, parle de l'actualité au Mali telle qu'on n'a pas l'habitude de l'entendre et bien évidemment nous livre sa version à lui. C'est donc là un podcast inédit dans lequel on parle de business, de parcours, d'intelligence financière aussi. Petit rappel, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à prendre votre place pour notre événement qui se tient les 28 et 29 septembre au Palais des Congrès, au cours duquel on va parler du Back to Africa, le retour en Afrique, comment le réussir. Et bien évidemment, pour ceux d'entre vous qui n'êtes pas encore prêts à rentrer, vous installer en Afrique, quel business vous pouvez quand même faire, quelle contribution vous pouvez avoir sur le continent africain. Les places sont encore en promotion en ce moment et vous avez les tickets dans la barre de description. Donc je vous invite à aller réserver vos places maintenant afin de participer à cet événement majeur entrepreneurial. Parce que c'est grâce à l'entrepreneuriat, grâce à l'économique que nous allons changer radicalement la face de nos pays. Je ne vous en dis pas plus les amis. Rendez-vous dans la barre de description, prenez vos places. Et pour l'heure, écoutons le podcast. Let's go! Bonjour Koulou, comment ça va? Bien, comme tu me vois. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et de venir sur le podcast pour parler de ton parcours de gestion de finances. Est-ce que tu peux commencer par te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Je m'appelle Mamadou Sinsi Coulibaly. On s'est donné à Bamako, tout le monde m'appelle Madou Koulou. Et mon parcours, c'est un parcours classique, comme tout le monde. Je ne vais pas effrayer la jeunesse qui va suivre cette émission. J'ai un certain âge, donc tout ce que je vais dire, c'est ancien. Est-ce que ça s'adapte aujourd'hui ou pas? Est-ce que c'est une réalité aujourd'hui ou pas? Donc, il ne faut pas les effrayer. Mon parcours, ils ne pourront jamais l'avoir parce que nous ne vivons pas dans le même monde. À l'époque, il n'y avait ni ordinateur, ni machin. Aujourd'hui, il y a des ordi, il y a d'IA, il y a tout. Donc, il faut aller sur la réalité objective des choses. Alors, moi, ça fait 6 ans que je tiens ce média. J'ai commencé en 2018. Et je crois qu'en 2019, j'avais fait une série de vidéos dans lesquelles je faisais des recherches pour voir les hommes les plus riches d'Afrique. Et essayer de voir un peu leur parcours pour voir comment ils y étaient parvenus. Et à l'époque, j'étais tombé sur plein de classements qui t'identifiaient comme l'homme le plus riche du Mali. Est-ce que tu as dû lire ça? Est-ce que tu t'identifiais dans la peau que ces classements donnaient ou pas du tout? Pas du tout. Au contraire, je ne peux pas être l'homme le plus riche du Mali parce que sur quelle base ils ont fait ce classement? Il y a des hommes qui sont 100 fois plus riche que moi. Je suis un agitateur économique, certes, mais je ne suis pas l'homme le plus riche du Mali parce que je ne sais pas sur quels critères, comment ils ont quantifié tout ça pour décider que je suis l'homme le plus riche.
Si je le suis pour eux et que ça leur fait plaisir, alors en ce moment, oui, je suis l'homme le plus riche. En tout cas, tu es un serial entrepreneur, tu as fait beaucoup de business. Et pourtant, à la base, tu as un cursus universitaire, tu n'es pas un commerçant de base. Comment tu te retrouves dans l'entrepreneuriat? Depuis mon jeune enfance, j'ai toujours aimé travailler pour mon compte. Même quand j'étais dans les écoles primaires, à l'époque, on vendait des petits bonbons à droite, à gauche pendant les vacances. Et on se servait de ça pour acheter des choses quand l'école ouvrait. Donc, on partait avec des habits, on partait avec des nouveaux vêtements, des choses comme ça. C'était mon plaisir à l'époque. Donc, on a commencé à vendre des bonbons dans la rue pendant les vacances, les 3 mois de vacances. C'est comme ça que j'ai appris faire les affaires. En fait, ce n'était pas des affaires, mais se faire un peu d'argent de poche. Oui, mais après, tu vas venir faire tes études en France, notamment. J'imagine qu'à ce moment-là, tu te destines à une carrière en entreprise. Qu'est-ce qui fait que, malgré tes études, parce que si c'était juste pour faire des affaires, tu n'avais pas vraiment besoin de venir faire une carrière, de faire des études en France, de voyager comme tu as voyagé. Je me dis que tu poursuivais peut-être une carrière en entreprise. Non, pas du tout, parce que je savais déjà que c'est en Europe qu'on pouvait devenir riche. C'est pas en Afrique, à l'époque, même quand j'étais dans les écoles primaires, parce qu'on voyait des journaux, il n'y avait pas de télé, il n'y avait rien, les journaux comme Salut les copains, des choses comme ça. Donc on voyait des hommes qui portaient des vestes, des affaires, où ils avaient des affaires, ils avaient de belles maisons, tout ça. Donc c'est en Occident qu'il y avait de l'argent, mais pas en Afrique. C'est ça qui m'a poussé à venir, mais pas parce que X ou Y, quoi, voilà. Et quand tu viens, est-ce que tu es désillusionné ou tu confirmes que tu es au bon endroit, il y a beaucoup d'argent en Europe? Parce qu'en plus, tes premières entreprises, tu vas les faire en Europe. Oui, il y a toujours une opportunité ici. C'est un pays depuis longtemps démocratique où on donne la chance à tous les citoyens français d'aller vers des choses qui leur plaisent, d'aller vers des activités qui leur sont propres à eux pour exercer. Ta première entreprise, tu l'as ouverte dans quel secteur? Tu t'en souviens? La première entreprise à Paris, c'était une entreprise de surveillance des supermarchés du Nord. C'est-à-dire vers Saint-Denis, là où il se trouve le Stade de France aujourd'hui. C'était un quartier qui était très, très dur à l'époque, où il y avait beaucoup de banditisme, Paris-Nord. Et pourquoi tu te lances là-dedans? Parce que j'avais des copains qui étaient des comédiens, j'avais des copains qui apprenaient à faire du cinéma à l'Lumière. Donc, bon, voilà, la surveillance n'était pas comme maintenant. Il n'y avait pas de comment on appelle ça aujourd'hui, des gardiens, des machins. Nous, on jouait un peu le théâtre sans qu'il y ait des spectateurs, mais des spectateurs qui suivaient en tant que clients de supermarché, en regardant un policier déguisé en train de frapper, en train d'arrêter un voleur dans le supermarché, des choses comme ça. Voilà, on faisait pas mal de choses pour effrayer des éventuels petits délinquants qui venaient dans ces supermarchés-là. À la base, tu viens de quel milieu, toi, ton enfance? Tu viens d'une famille modeste, d'une famille plutôt aisée, de commerçants? C'est quoi ton background familial? Famille modeste, une famille dont le père est fonctionnaire, ma mère est femme au foyer. Et comment tu te retrouves en France alors à ce moment-là? C'est financé comment? C'est financé par mon père qui a financé mon billet d'avion. Et puis je suis arrivé à Paris, je me suis inscrit à Jussieu dans un premier temps. Et je travaillais en même temps. Je travaillais à l'ambassade du Mali à Paris comme agent consulaire chargé de l'établissement des passeports et des cartes consulaires, cartes d'identité consulaire. Et quand tu quittes donc parce qu'au bout d'un certain temps, l'entreprise de gardiennage s'arrête. Qu'est-ce qui fait que ça se termine?
J'ai vendu et puis voilà, j'ai fait autre chose. J'ai quitté Paris et je suis parti au Mans pour aller vers l'École supérieure de l'automobile, ESCRA, dont j'étais pendant 2 ans commissaire de piste aux 24 heures du Mans. Ah oui, d'accord. Et donc du Mans, c'est quoi l'étape d'après pour toi? L'étape d'après, je suis arrivé à Bamako, j'ai commencé à faire des choses. Après, je suis revenu ici, je suis allé aux États-Unis. Pourquoi faire aux États-Unis? Pour faire des affaires. Ah oui? J'ai monté à Miami pompe funèbre. À l'époque, c'était très intéressant parce que comment on l'appelle, les Africains américains voulaient avoir des enterrements à l'africaine, machin. Donc, je suis venu avec mon expertise. Donc, voilà, c'est parti, ça a bien marché. Donc, c'était pour faire des enterrements aux États-Unis, oui, mais à l'africaine. À l'africaine, ouais. Mais ça veut dire quoi un enterrement à l'africaine quand on est américain? C'était la religion musulmane. Moi, je suis issu d'une famille musulmane, donc voilà, j'enterrais de la façon des musulmans. Mais aux États-Unis, là-bas, il y a des musulmans aussi. Oui, mais ce n'était pas aussi prononcé quand je partais. D'accord. C'était au début où ils voulaient montrer leur africanité aux autres Américains. Et quand tu quittes donc, tu fais cette aventure-là, et là aussi, tu revends, ça se termine comment là-bas? Je revends la pompe funèbre. et puis je suis parti en Haïti, Port-au-Prince. Bon, là, j'ai commencé à bidouiller là-bas aussi un peu. J'ai acheté quelques avions et puis bon, voilà. Tu as acheté des avions? Ouais. Et j'ai créé Haïti Air. Il y avait Air Haïti, il ne faut pas le confondre avec Haïti Air, avec Michel Bennett, l'ex-femme de Duvalier. Et on a commencé, après il y a eu le coup d'État, le premier coup d'État en Haïti, Marc Bazin, qui a fait le premier coup d'État au fils Duvalier. Donc j'ai quitté Haïti. Je suis reparti. Et ton investissement? Je suis parti avec les avions et j'ai vendu en Afrique. Tu es parti avec tes avions? Ouais. Et tu as revendu en Afrique centrale, j'avais un DC-3 et puis un Basler. Mais attends, un avion, ça coûte quand même très cher. J'imagine. Oui. D'accord. Et tu en avais acheté combien? 2. J'ai fait ça, Miami, Port-au-Prince, Miami, Kingston. Donc des longs courriers? Non, c'était pas, c'est des vols de 45 minutes. Ah, les États-Unis, voilà, c'est très proche alors. Ouais. Okay. Mais arrivé à Bamako, je suis arrêté de la compagnie. Et j'ai pris la compagnie Aeroflot. J'ai représenté Aeroflot au Mali, au Burkina, et aussi Côte d'Ivoire. Au Sénégal, j'étais le représentant, mais avec résidence à Bamako. D'accord. Aeroflot, une compagnie russe, la compagnie nationale russe. Ok, tu étais leur représentant dans cette zone-là. Je m'occupais de ça. D'accord, ok. À quel moment donc, à ton avis, tes affaires vont vraiment décoller? Parce que jusque-là, on voit qu'au fond, partout où tu es parti, tu as fait du business. Et quand tu reviens à Bamako, dans une interview que j'ai suivie, tu disais que là où tu allais, il y avait des coups d'État. Parce que quand tu as quitté Haïti, il y a eu un coup d'État. Tu es parti par un coup d'État. Tu arrives au Mali, il va y avoir un coup d'État aussi. Ouais. Donc tu vas partir ou tu vas rester? 5 coups d'État que j'ai vécu au Mali. Au total? Au total. Quand on est un opérateur économique, quel est l'impact d'un coup d'État? C'est néfaste. On ne peut pas l'imaginer, qu'est-ce que ça fait à un investisseur. Je me mets dans la peau, j'ai beau me mettre dans la peau d'un fonctionnaire pour voir l'impact, je ne vois pas. Mais un investisseur qui prend tous les coups, l'entreprise prend tous les coups d'un coup d'État.
Mais on pourrait se dire que le coup d'État n'est pas orienté contre les entrepreneurs, il est orienté contre les personnes qui sont au pouvoir et que les gens qui font le coup d'État, quand ils arrivent au pouvoir, à la limite, les entrepreneurs, ce n'est pas leur problème. Ouais, c'est justement ça qui est grave. Ceux qui font le coup d'État, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire, le dégât qu'ils sont en train de causer à l'économie du pays, à la richesse du pays. C'est surtout ça. Pas à mon entreprise, à moi. C'est beaucoup plus aux investisseurs et aux entrepreneurs. Parce qu'entre un entrepreneur et un investisseur, il y a une grande différence. On peut faire les deux. On peut être investisseur, entrepreneur, comme on peut être entrepreneur et après investisseur, ainsi de suite. Tout à fait. Mais quand on met en berne l'économie du pays, la démocratie dans le pays, la libre circulation des biens et des personnes dans le pays, c'est qu'on est devenu un pays totalitaire où l'insécurité est de mise, où on n'a aussi aucune liberté d'expression, surtout expression financière, économique et commerciale. Alors, pour le coup, il y a un coup d'État, enfin, ce qu'on peut encore le dire, ça fait quand même plus de 3 ans maintenant qu'il y a eu une transition au Mali. Donc, on va dire que le coup d'État, quand même, il est un peu loin. Ce coup d'État particulièrement, ça fait plus de 3 ans qu'on a de nouvelles autorités au Mali qui ont eu, toi à ton niveau, dans une interview que tu as faite, tu disais que tu as dû soit fermer tes activités, soit réduire tes effectifs de près de 40% de ton enveloppe globale d'activité au Mali. Ah bien sûr, ouais. Je l'ai déjà dit partout, j'ai tout perdu à 80 à 90%. J'essaie de remonter, mais ce n'est pas une fin en soi. Je vais continuer à me battre parce que ceux qui sont au pouvoir ne savent pas le tort qu'ils sont en train de créer à l'économie du pays et ça va leur rattraper de ces 4 matins. Ça, c'est clair. Si le pays s'appauvrit, il n'y a plus d'investisseurs étrangers qui arrivent. Parce que nous, on n'a plus de capitaux. Les investisseurs nationaux ne peuvent plus faire face à la création de richesses. On a besoin aujourd'hui des investisseurs étrangers pour faire la co-traitance, la sous-traitance ou l'auto-emploi ou l'auto-entrepreneur avec les majors de l'économie qui viendront de l'économie mondiale, qui viendront investir dans notre pays. Là, on aura un peu de sursis pour relancer nos activités. Mais si on va dans des principes de souverainisme dans un monde globalisé où l'économie est mondiale, l'économie aujourd'hui n'appartient pas à un pays, ça appartient à l'humanité tout entière. Et nous sommes tous interconnectés, on est tous ensemble pour faire des activités économiques. Si on se retire de ça pour dire qu'on est souverain, on a tout faux. On est en train de subir des exactions pour pouvoir exercer nos activités économiques et financières. Mais les autorités avaient dit qu'elles faisaient de la sécurité, la sécurisation du pays, leur priorité. Est-ce qu'à l'époque où le djihadisme était quand même une menace, est-ce que le djihadisme, lui, n'était pas une menace pour les affaires? Pas du tout. Ce n'était pas du djihadisme. C'était une frange de la population qui s'est soulevée contre l'État central pour dire que niet, il faut décentraliser, on veut prendre notre indépendance. On ne les a pas écoutés. On a voulu utiliser la force et la force ne marche pas. Il y a des choses qui marchent dans ce monde-là aujourd'hui. C'est l'économie d'abord et le dialogue. Pas avec les armes, pas avec des théories souverainistes et autres. Ça ne marchera pas. Il faut développer l'économie et développer le dialogue. Ce sont des gens qui sont des Maliens qui vivent au nord du Mali, qui en ont marre de l'État central à Bamako. Donc, ils ont exprimé leur mésentente, ils ont exprimé leur façon de voir les choses
Il fallait les écouter au lieu de prendre des armes. Et jusqu'à maintenant, on est... Mais ce conflit-là, il date de quand? Cette rupture-là? Ça date depuis 1963. C'est un très vieux conflit, alors. C'est un vieux conflit. Aujourd'hui, il y a d'autres conflits qui se sont greffés. Un, c'était d'abord des groupes armés, des rebelles, qu'on les appelle, des groupes armés non identifiés, des djihadistes. Voilà les trois forces qui sont aujourd'hui au Mali. Et l'armée malienne, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire. Il faut retourner au dialogue et développer l'économie. Ça, c'est primordial. Si on ne va pas dans ça, on perd notre temps. Et le pays va aller en décadence et ça va être très mal après, ne serait-ce que pour les dirigeants de ce pays. Ils vont prendre des coups, ils vont payer ce qu'ils ont fait au peuple malien et à l'économie malienne. Mais quand tu parles des exemples, tu parles de ceux qui sont là actuellement. Mais oui. Tu dis bien que la situation date de bien avant eux. Ils ne sont pas responsables de tout ce qu'ils ont trouvé avant. Non, c'est maintenant. Maintenant, c'est pire. Avant, on faisait du business, il y avait des compagnies aériennes qui venaient, il y avait des majors de l'économie mondiale qui venaient investir. Aujourd'hui, tout le monde est parti. On est seul. On n'est pas avec la communauté internationale africaine. On n'est pas avec la communauté internationale européenne, ni avec personne. On est devenus des souverainistes dans tous les domaines. On est souverain économiquement, on est souverain financièrement, on est souverain militairement, on est souverain alimentairement, alors que ça ne va pas du tout dans le pays. Le pays broie les Noirs. La population a faim. Les entrepreneurs ne savent plus où mettre la tête. Et certaines personnes sont même parties des entrepreneurs, les 80 à 90% des entrepreneurs maliens qui comptent dans la crème de l'entrepreneuriat, ils sont tous partis. Partis où? Dans les pays voisins, comme ils ont quitté le Mali. Côte d'Ivoire, ouais, ils ont quitté le Mali. Il y en a qui sont en Côte d'Ivoire, il y en a qui sont au Nigeria, il y en a qui sont au Sénégal. Voilà, ils sont partis un peu partout, exercer leur métier. Mais là, ce que tu nous décris, c'est une situation alarmante. Pourquoi on n'a pas ces retours-là des populations maliennes? Nous sommes dans une situation exceptionnelle. Le peuple, dans sa grande majorité, n'a pas beaucoup d'informations sur tout ce qui se passe. Nous vivons dans un régime où il y a tout se décide sur les réseaux sociaux et autres. On sait ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc, on essaye d'embrigader un certain nombre de populations et avec aussi les arrestations arbitraires qui se font. Donc, le peuple ne bougera pas. Le peuple restera tranquille dans son petit coin jusqu'au jour où ce sera l'implosion. Et quand il y a implosion, ce n'est pas seulement le peuple qui va souffrir. C'est le Mali entier, aussi bien ceux qui dirigent le pays et ceux qui sont à côté et qui regardent. Et c'est tout le monde qui va en pâtir de cette situation d'implosion qui est en train de se mettre en place. Tant qu'on ne développe pas l'économie, et ça va faire très très mal, non seulement au Mali, même dans les pays voisins du Mali. Est-ce que toi, tu fais partie des entrepreneurs qui sont partis ou toi, tu es resté? Je suis resté. Et j'ai perdu 80% de ce que j'ai réalisé pendant plus de 40 ans. Du fait des autorités en place? Oui. Comment? Elles ont scellé tes activités? Non. Si on coupe l'électricité chez toi tout de suite, on va arrêter l'interview. Oui. Vous ne saurez plus ce que j'ai envie de te dire. Oui. Voilà. Donc, chez nous, on a 3 heures d'électricité par 24 heures. 3 heures d'électricité par 24 heures. 24 heures. Donc, ça, c'est le premier mois. Second mois, l'argent se fait rare dans le pays. Et pour avoir des emprunts bancaires, ça devient difficile. Même les banques
ont des problèmes aujourd'hui. Les assurances ont des problèmes. Alors que l'assurance dans un pays, c'est le pourvoyeur de fonds dans les banques. Tel n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, c'est très, très difficile qu'on arrive à investir. Nous, on est des nationaux, on n'a plus de capitaux à notre disposition. Et les étrangers ne viendront pas tant que les conditions économiques, démocratiques ne se mettent pas en place. Ils ne viendront pas investir dans notre pays. Tu dis que on est face à un régime qui ne permet pas la critique, mais toi-même tu es très critique et tu n'es pas aux arrêts. On pourrait dire, mais comment Koulou peut dire ça alors qu'il critique et il est en liberté? Je suis en liberté parce que je dis ce que je pense. Je n'ai plus rien à sauvegarder. Eux, peut-être, ils ont des choses à sauvegarder. Moi, je n'ai plus rien à sauvegarder. Si on me prend demain, on m'amène en prison, ce ne sera pas la première fois. Voilà, j'assume et puis bon, voilà. Tu as été arrêté déjà au Mali? Ouais, pour la libération des zones de la République du Mali. C'était en quelle année ça? C'était dans les années 91. Et un régime t'a mis en prison? Ouais, c'était un régime militaire? Non, civil. Civil. Tu es allé en justice, tu as été condamné ou c'était arbitraire? Non, je n'ai pas été en... Il n'y a pas eu de procès? Il n'y a pas eu de procès. Après, on m'a libéré. D'accord. C'était un régime civil. C'était sous Alpha Oumar Konaré, qui est un démocrate en plus. Alors, aujourd'hui, pour toi, qu'est-ce que ce régime en place devrait faire pour redresser les choses du point de vue économique, puisque c'est de ça dont on parle? Ça ne sert à rien de dire ça, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Bah, peut-être ils vont pas écouter cette interview. J'ai beaucoup écrit dans la presse, beaucoup de personnes les ont écrit. Ils sont dans un régime souverainiste. Moi, je me demande comment on peut développer un pays dans le souverainisme. Il n'y a aucune solution. On est dans un monde globalisé où l'économie, où la libre circulation des biens et des personnes est sans limite. Donc, si on veut rester dans le souverainisme, il n'y a pas de solution, et il n'y a pas de question à poser. À moins qu'ils décident de quitter ce souverainisme étatique pour aller vers le libéralisme économique. Là, on peut donner des questions. Je ne peux pas donner des questions parce que je ne sais pas comment fonctionne le souverainisme dans un pays ou dans un monde globalisé. Mais est-ce que tu comprends la volonté des autorités maliennes quand même de sortir de l'emprise de la France, parce qu'il faut nommer le chat par son nom, de l'emprise de la France sur l'économie malienne? Tu es sûr que le Mali est l'emprise de la France, notre économie est sous l'emprise de la France? En tout cas, c'est ce qu'ils ont dit, hein, qu'ils voulaient que pas forcément l'économie. C'est des rumeurs. Économie, financière, culturelle, tout ce que tu veux. Mais est-ce que toi-même, tu penses à cela? Et pourtant, tu es en France. Qu'est-ce que la France a besoin est-ce que la France a besoin du Mali pour se développer ou pour avoir quelque chose à partir du Mali? C'est une question? Oui. C'est des rumeurs. Moi, je ne vois que la réalité objective des choses. Mais tout ce qui est imaginaire, tout ce qui est une réalité imaginaire, des rumeurs, je ne tiens pas compte de ça. Il faut que j'ai les preuves. Pour ça, je suis très cartésien, moi. Il me faut les preuves pour dire que, bon, voilà, la France est en train de piller l'or du Mali. Voilà les preuves. La France est en train de détruire l'économie du Mali. Voilà les preuves. Là, d'accord. Mais quand on me dit l'Occident fait ça,
Les Américains font ça au Mali, la France fait ça au Mali. Moi, il me faut les preuves. Mais ce dialectique souverainiste, je n'y crois pas parce que je vis dans un monde globalisé. Oui. Alors, il y a eu forcément la présence militaire française qui a posé beaucoup de problèmes au Mali. Les nouvelles autorités ont estimé que Paris, en tout cas, outrepassait les mandats qui lui avaient été donnés initialement, notamment en termes d'intervention sécurité, et puis surtout que de manière factuelle, la présence française n'a pas fait reculer le terrorisme au Mali. Et donc, il fallait essayer autre chose. Qui a appelé la France? Initialement? Oui. Bamako. Il fallait les lâcher, il fallait dire à la France, partez, nous, on fait notre sécurité nous-mêmes. À ce moment-là, c'est ce que tu veux dire? Oui, à ce moment, ils n'ont pas fait. La France n'était pas là-bas. La France n'était pas toute seule. La France a fait appel à tout le monde. La France a fait appel aux pays africains. La France a fait appel à l'Amérique. La France a fait appel aux Chinois. La France a fait appel à toutes ces nations. Même les Japonais étaient là-bas. Les Chinois étaient là-bas. Et les Européens, les Hollandais, les machins, tout le monde était là-bas. Si tout le monde a échoué, et qui a dit qu'ils ont échoué? Ce n'est pas le Mali qui les a fait appeler, non? C'est le Mali qui a dit qu'ils ont échoué. La France n'était pas seule. Oui, mais la France elle-même a fait le constat que, au bout d'un certain temps, cette opération-là n'était plus efficace. Ils auraient dû se retirer beaucoup plus tôt et pas rester autant d'années sur un territoire étranger. Ça, c'est de la dialectique qu'on essaie de faire. La France, la voix officielle de la France, c'est ça qui est important. Pas les opposants de Macron ou les opposants du gouvernement, mais la voix officielle pour dire qu'on a fait une erreur au Mali. Oh si, je crois que même Macron l'a dit. La preuve aujourd'hui, il est en train de retirer lui-même la présence militaire française dans les autres bases parce qu'il se rend bien compte que les Africains ne sont plus d'accord pour cette manière de coopérer avec la France, d'avoir une présence militaire permanente sur leur sol. Donc si les Africains ont demandé, il a bien fait en ce moment de se retirer. Oui, on peut dire ça. Mais il n'a pas dit, j'ai fait une erreur. Oh, il va rarement utiliser le mot erreur. C'est pas un mot que alors moi, si je les fais politiciens n'utilisent pas. Je dis, j'ai fait une erreur. Oui, toi. Voilà. mais le président de la République française ne va pas utiliser le mot erreur. Il va utiliser d'autres mots, mais il ne va pas utiliser le mot erreur. Il a des opposants, il a tout. Si les opposants savent qu'il a fait des erreurs, ils n'ont qu'à lui dire, voilà tes erreurs. Oui. Voilà. En tout cas, la présence militaire française... Quand on fait des débats à l'absence de l'intéressé principal, on fait des suppositions à ce moment. On essaie de comprendre, voilà, ceci, cela, parce qu'il y a une opposition qui est libre en France. Il y a une opposition qui dit ce qu'il pense. Mais je veux comprendre. En quoi l'arrivée des nouvelles autorités au Mali implique, par exemple, la diminution de la quantité d'électricité dans les foyers? Pourquoi il y a moins d'électricité maintenant? Parce que c'est mal géré, parce que l'argent qui doit aller à l'électrification ou qui doit aller à la bonne marche de l'électricité est détourné. La corruption a gangréné tout le système économique, politique du pays. En ce moment? En ce moment, même avant, c'était moins. Mais aujourd'hui, là, la corruption est partout. La corruption a gangréné toute l'économie du Mali. On ne peut pas, tant qu'on ne lutte pas contre cette corruption qui a un niveau très élevé aujourd'hui, personne ne viendra investir dans le pays. On va toujours continuer à accuser l'autre. Les Occidentaux, par exemple. Mais les Russes, alors? Les autorités du Mali, maintenant, collaborent davantage avec la Russie. La Russie, ce n'est pas un bon partenaire pour le Mali? Ce sont des partenaires de la junte militaire au pouvoir pour aller en guerre, pour les préparer à aller en guerre. C'est ce qu'on nous a dit officiellement. Ce sont des préparateurs de soldats
pour les préparer à aller en guerre. Oui. Des formateurs. C'est ce qu'on a dit. Donc on s'en tient à ça. Ça, c'est la version officielle des autorités maliennes. Mais si on trouve des cadavres russes sur le sol malien, sur le théâtre de la guerre, sur le champ de guerre, ça c'est autre chose. Il faudrait que les mêmes autorités sortent pour nous dire pourquoi il y a eu des morts russes et des blancs. Je ne sais pas si c'est vraiment des Russes ou si ce sont mes cousins Touaregs qu'on a retrouvés sur le champ de bataille. Ça, c'est autre chose. Mais officiellement, je m'en tiens à ce que la junte militaire nous a dit. Ce sont des formateurs russes. Ils ne partent pas sur le champ de bataille. J'imagine que tu n'avais pas forcément apprécié le fait que les partis politiques au Mali avaient été pendant très longtemps suspendus d'exercice. Moi, je ne suis pas un politicien. Maintenant, s'ils sont suspendus, c'est à eux de se battre pour que la suspension... Au dernier nouvelle, je crois que ça avait été rétabli. Je crois que la suspension avait été rétablie. Oui, la suspension rétablie, mais ça n'a rien changé. Avant même que ça soit suspendu, ça n'avait rien changé. Que les politiques soient suspendus ou pas suspendus, ça n'a rien changé à ma condition d'entrepreneur. Alors, aujourd'hui, comment vivent les Maliens sur place? Très mal. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Il faut être simple. Les Maliens vivent très mal. Quand on a perdu plus de 80% de son patrimoine, comment on le vit? Très mal. Et cela ne veut pas dire que je vais baisser les bras. Je vais continuer à me battre pour rehausser l'image que j'ai, pour dire que voilà l'homme le plus riche du Mali. Je vais me battre pour le devenir. Je ne sais pas si tu as suivi cette actualité-là. Il y a eu une nouvelle usine qui a été ouverte il y a quelques jours, une grosse usine du footballeur Seydou Keita. Qu'est-ce que tu penses de ce genre d'initiative? Je m'abstiens de le dire au micro parce que c'est un investisseur, il a pris beaucoup de risques pour venir. À un moment donné où il n'y a pas d'électricité dans mon pays, il avait pensé d'ailleurs à mettre une centrale solaire. Oui. Une centrale solaire. Une centrale solaire, ça coûte excessivement cher. Il faut l'amortir, il faut l'entretenir, tout ça, plus ce qu'on va faire. Donc là, je m'abstiens à parler de ça pour l'instant. Peut-être en off, je pourrais vous expliquer ce que je pense de cet investissement-là. D'accord, très bien. Aujourd'hui, est-ce que le Mali, pour toi, est une destination vers laquelle il faut aller quand même? Toi, tu continues de te battre sur place et pour que les choses changent. Il y a des jeunes de la diaspora malienne qui vont t'écouter là maintenant. Est-ce que tu leur conseilles de venir investir au Mali? C'est à eux de prendre le risque. Même un pays en guerre, on peut faire du business. S'ils sont formatés pour faire du business en période d'insécurité, ils sont les bienvenus. On ne peut pas dire aux jeunes ne venez pas dans votre pays ou ne venez pas en Afrique parce que c'est très difficile, parce qu'il y a l'insécurité, il n'y a pas de démocratie, tout ça. Il y a des jeunes qui sont capables de se mouvoir dans ce monde où d'autres ne peuvent pas. Donc ceux qui le pourront, ils viendront. Alors, tu as dit tout à l'heure que tu venais d'un milieu relativement modeste. Que représente l'argent pour toi? Un moyen de s'épanouir, de faire ce que l'on veut faire de l'économie de son pays. L'argent sert à ça, justement. Pas à autre chose. Il faut créer la richesse avec ce que vous avez en investissant dans l'économie du pays.
Et cette économie que tu mets en place, c'est ça qui donne de l'emploi à la jeunesse où il y a plus de 80% de la population qui a moins de 45 ans. Est-ce que tu es optimiste pour le Mali? Je suis toujours optimiste. Même devant la mort, je reste optimiste. Ce serait quoi l'issue de sortie alors? C'est que tout le monde se ressaisisse, qu'on sort dans les rumeurs et qu'on se dise les 4 vérités. Le militaire est fait pour faire le militaire. Le politicien est fait pour faire de la politique. Et les hommes d'affaires sont là pour créer de la richesse. La population est là pour le bonheur de tout ce qui se passe dans le pays et qu'ils profitent de ça pour qu'on ait une société civile qui est très responsable, qui départage les différents acteurs qui animent la vie économique, politique et militaire du pays. Qu'est-ce que tu penses de l'AES? L'AES, moi je ne vais pas en parler parce que je ne connais pas. Les colons nous ont dit, en nous donnant nos indépendances, voilà les limites du Mali, voilà les limites du Sénégal, du Niger, du Burkina. On ne touche pas, tout le monde a dit, on ne touche pas à ces frontières. Aux Nations Unies, c'est une loi internationale qui dit qu'on ne touche pas, donc on ne touche pas. Voilà. Je suis tout ce qui est universel. L'universalité des choses, il faut qu'on respecte ça si on veut avancer. Alors, on l'a tous compris, pendant ta carrière, tu as eu beaucoup de business, tu en as lancé beaucoup à plusieurs endroits, dans plusieurs pays. C'est quoi le secret quand on veut réussir dans l'entrepreneuriat? Il n'y a pas de secret. Il ne faut pas effrayer cette jeunesse montante pour dire qu'il y a un secret. Il n'y a aucun secret. Il n'y a que le travail et croire à ce que vous faites. Qu'on soit aux États-Unis, qu'on soit en France, qu'on soit au Mali, c'est le travail qui paye dans l'universalité des choses. C'est le travail qui paye. Mais il y a des gens qui travaillent très dur, mais ça ne marche pas pour eux. Ou du moins, ça ne décolle pas. Il faut avoir un savoir-faire et bien faire des choses. Ton entreprise qui embauche, recrute le plus de personnes, fait dans quel domaine? Toutes mes entreprises embauchent beaucoup de personnes. Et je suis dans plusieurs domaines. J'ai vu que ton portfolio était très diversifié. Pourquoi ce besoin de faire autant de choses différentes? Parce que j'ai l'opportunité de le faire. Ce n'est pas pour m'enrichir, mais j'ai une opportunité, je la saisis. Et je le fais, je crée la richesse. Ce n'est pas pour moi seul. Je crée des emplois, je paye mes impôts, je paye mes taxes. Voilà, ça devient quelque chose où quand je vois tout ce monde, je dis, ah, waouh, tout ce monde-là, je les paye chaque mois. C'est valorisant pour moi. Pourquoi c'est important pour toi de contribuer à améliorer le quotidien de ces personnes? C'est en pensant à moi d'abord. Je dis, bon, je fais faire ça. Quand je commence à faire, après je pense, ah, il me faut un gardien, il me faut ceci, il me faut cela. Et je les mets tous ensemble, on fait. Ça, c'est mon côté investisseur. Mais mon côté entrepreneur est différent. Le côté investisseur, parfois, je me mets entrepreneur. Je crée, je suis entrepreneur, c'est-à-dire je suis le directeur général, le premier responsable qui machine. Quand je vois que je n'ai pas la capacité de gérer, je me licencie. Et je mets un vrai entrepreneur à la tête de l'entreprise et qui va faire pousser vers le firmament
cette entreprise-là. Qu'est-ce qu'on attend donc d'un... Alors, je vais un peu revenir dessus, mais quand on est entrepreneur, qu'est-ce qu'on peut obtenir d'un État? Les infrastructures Ce qu'on peut... Non, c'est beaucoup plus ce que l'État doit faire pour faciliter l'entrepreneuriat. C'est ça. On n'a rien à demander à l'État. Il faut que l'État soit compétitif. S'il n'est pas compétitif, la preuve, tout le monde est parti au Mali. Ils sont partis investir ailleurs parce que l'État malien n'est pas compétitif. Parce que l'État malien n'arrive pas à donner la sécurité, la sûreté des entreprises. On ne peut pas donner ni la sécurité, ni la concurrence loyale dans l'entrepreneuriat aux entrepreneurs. Les gens y partent. Le Mali n'est pas le seul pays qui attire des investisseurs. Un entrepreneur, il va là où il veut. Il va là où il y a moins de risques. L'insécurité juridique et judiciaire, le terrorisme, le souverainisme, les multiples coups d'État fait que le Mali ne peut pas être compétitif pour attirer les investisseurs. La concurrence, ce n'est pas seulement dans le secteur privé, c'est entre les États aussi. Plus vous donnez des facilités aux investisseurs, plus ils viennent chez vous. Un investisseur étranger ou un investisseur national, si l'État est compétitif, il donne la sûreté, il donne la sécurité, l'insécurité juridique, judiciaire est absent, mais ils vont venir. Dans le cas contraire, ils partent. Et cet État n'avancera jamais. C'est là la grande question. Si je ne demande pas à l'État, si l'État me demande, moi, je ne connais pas le président de la République qui me dit, moi, je ne connais pas comment faire en sorte que les investisseurs arrivent. Je lui explique. C'est à lui de prendre les lois, c'est à lui de prendre les règles, c'est à lui de faire, d'installer la libre circulation des biens, des personnes, c'est à lui de mettre tout ce qu'il y a comme infrastructure pour mettre à la disposition des entrepreneurs, à commencer par l'électricité, les bonnes routes, les corridors de développement avec les autres pays, oui. Mais je n'ai pas de leçon à donner à celui qui gouverne le pays. Il a choisi de gouverner le pays et je pense qu'il sait qu'il doit avoir des capacités pour gouverner le pays. Et pour gouverner le pays, il faut un développement économique du pays d'abord pour avoir les moyens. Parce qu'un État ne fabrique pas de billets de banque. Ce sont les investisseurs qui fabriquent les billets de banque. C'est eux qui créent la richesse. Et c'est dans ça que l'État pioche par des impôts, les taxes et tous les autres machins d'unité nationale ou bien comment on appelle ça, de gens qui arrivent à investir et qui laissent entre les mains de l'État les taxes, les impôts qui vont aider les autres ou qui vont aider l'État à faire des équipements communautaires pour l'ensemble de la population. C'est ça qui est important pour un pays. Et tant qu'on ne va pas dans ça, personne ne viendra dans ce pays pour investir. Cette solidarité nationale, on l'a quand on crée la richesse. S'il n'y a pas de création de richesse, il n'y a pas de solidarité nationale. Et tout le monde va partir. En tant qu'entrepreneur au Mali, qu'est-ce que tu penses de la monnaie franc CFA? Est-ce que tu penses que c'est un bon outil? C'est un outil qu'il faut réformer, qu'il faut changer complètement? Ou alors c'est un faux débat?
toutes les monnaies qui ont été créées les 100 dernières années, toutes ces monnaies ont disparu, à part le franc CFA. Donc, pour moi, le franc CFA, c'est un outil de travail jusqu'à preuve du contraire. Moi, j'ai vécu à un moment donné, quand je faisais du business, au début, on avait du franc malien qui a disparu. On avait toutes les peines du monde pour importer, pour avoir des devises. Aujourd'hui, avec le CFA, je fais ça, j'ai les devises, je commande. Et mes devises sont fixes. C'est linéaire. Ce n'est pas un truc qui fait du jojo avec l'euro. L'euro, j'ai une parité fixe, donc ça me va. J'ai quelque chose de bien figé. C'est un avantage pour un investisseur. Je sais que demain, on ne va pas me dire que, bon, voilà, ton argent est à 50% ou à 75% de l'euro. Je suis à 6, et quelques, 6,6 de l'euro. Et depuis la création de l'euro, ça n'a pas bougé. Voilà, pour moi, c'est la un parité bon fixe, outil. c'est une bonne chose. Ouais. Pour le moment, les choses évoluent. Peut-être plus tard, quand l'économie du Mali va... Mais le symbole que représente le franc CFA, tu sais bien que les gens, au-delà de l'aspect technique, d'ailleurs, les gens ne parlent pas beaucoup de l'aspect technique, c'est plutôt le symbole que cette monnaie représente. C'est une monnaie qui a été mise sur pied par l'ancien colonisateur. Et les jeunes aujourd'hui ne veulent plus avoir le sentiment qu'ils utilisent une monnaie qu'ils ne maîtrisent pas. Qu'on le veuille ou pas, qu'on soit africain ou pas, qu'on soit européen ou pas, vous êtes obligé de travailler avec une monnaie étrangère, qui est le dollar. Tout à fait. Tout le monde travaille avec les dollars. Tout le monde est arrimé avec les dollars. L'euro est arrimé au dollar. Le CFA est arrimé à l'euro. Donc, on est tous arrimés au dollar. Donc, c'est une façon pour nous, aujourd'hui, d'avoir une parité linéaire parce qu'on a des économies qui varient. Comme ça, en dents de scie, coup d'État, boum, on descend. Si on a une monnaie nationale qui fait ces mêmes jojo, aujourd'hui, le Mali n'existera pas. Ce n'est pas parce que c'est l'ancien colonisateur qui a proposé le CFA. Si les hommes politiques ils n'en veulent pas, ils n'ont qu'à l'enlever, ils le verront. Aux indépendances, nous, on a enlevé le Mali, il a vu. La Guinée a fait. Où est la Guinée aujourd'hui? Personne ne veut avoir de francs guinéens. La Sierra Leone, les autres pays, même le CFA qui n'est pas arrimé, le CFA centrafricain. Vous voyez le truc de Jojo qu'il fait? En Zimbabwe, partout, tout ça, ça ne marche pas comme ça. La monnaie, c'est pas quelque chose où c'est arrimé, où c'est parrainé par quelque chose. La monnaie, c'est la confiance, pure et simple, c'est tout. Ce n'est pas une question, bon, je mets 1 milliard ici, je mets l'équivalent en or en marche, comme il y a 40 ans, 50 ans. Ça, c'est terminé. Vous avez une économie fleurissante, les gens vous font confiance. Et c'est cette confiance qui fait la monnaie aujourd'hui. Un pays qui fait une multitude de coups d'État, on peut faire confiance à cette monnaie. Personne ne va prendre cette monnaie. Le monde est basé sur la confiance aujourd'hui. Que ce soit dans le business, que ce soit la monnaie, dans tout ce que l'on fait aujourd'hui, vous avez intérêt à ce qu'on vous fasse confiance. Vous avez intérêt à être correct dans le business pour qu'on vous fasse confiance. La monnaie, c'est pareil. Vous avez intérêt à ce que l'économie bouge tout le temps, que ça évolue vers le haut, jamais vers le bas. Si vous descendez en bas, votre monnaie chute parce qu'on ne vous fait plus confiance, votre signature n'est plus valable. Alors, quand on a fait autant d'affaires que toi, qu'on a gagné quand même pas mal d'argent dans sa carrière, est-ce que tu penses que l'argent change les gens? Mon cas, non.
ça ne change pas. L'argent ne peut pas changer quelqu'un. Sa façon de faire du business, on est avec un caractère, on grandit avec ce caractère, on maintient ce caractère, on cultive ce caractère-là. Donc, même si vous ne gagnez rien, vous aurez toujours ce caractère-là. Donc, c'est ma conviction. Tu penses que l'argent amplifie un caractère, alors? On dit que si tu étais généreux, l'argent va te faire que tu démontres ta générosité en étant plus généreux. Si tu étais méchant, l'argent permettra juste que tu sois plus méchant. Comment tu sauras que je suis généreux? Je ne vous connais pas. La générosité, c'est avec les parents, c'est avec les amis. Voilà, on ne peut pas être généreux avec le monde entier. Cette générosité qu'on parle, c'est Mais il y a des philanthropes qui font des associations, qui soutiennent certaines causes. Oui, ça c'est... Bénévolement, ils ne gagnent rien. Oui, parce que culturellement, religieusement, ça se fait. Voilà, culturellement, dans ma culture mandingue, je dois faire des gestes à des gens qui n'ont pas les moyens. Pas des parents ou parce que je suis riche, je le fais. C'est ma culture qui me l'impose et ma religion qui me l'impose. Si je gagne, je le gagne dans ma communauté et c'est ma communauté qui m'a rendu riche, comme on l'a dit. Donc, de retour, je dois aussi faire des choses communautaires. Pas à un individu. Je le fais pour la cause de la communauté. Est-ce que tu estimes que tu es un bon épargnant? Ou alors tu as du mal à épargner de l'argent? Jamais. Je n'ai jamais épargné de l'argent. C'est vrai? Jamais. Dès que ça arrive, tu dépenses? Tout de suite. Regardez sur mon compte. Je vous autorise, je peux, de tous les banquiers du Mali qui le regardent sur mon compte. Combien j'ai sur mon compte? Mais est-ce que ce n'est pas une bonne chose? Il faut avoir une épargne pour prévoir les mauvais jours. J'ai ma façon de gérer. Je ne peux pas l'imposer à d'autres. D'autres, ils vont mettre à côté de l'épargne, de machin. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que c'est quelque chose qui est inné à la personne. Parce que je sais gérer comme ça. Je n'épargne jamais quoi que ce soit. Mais j'ai un patrimoine familial qui est là. Et comment tu fais quand tu as un coup dur dans la vie, un imprévu? Bon j'accepte et puis je me bats pour rehausser encore l'image. Si tu es un enfant malade, tu ne vas pas accepter sa maladie. Tu vas essayer de trouver l'argent pour le soigner. Ah, bien sûr. Mais tu n'as pas d'épargne. Qu'est-ce que tu fais? Je n'ai pas d'épargne. J'ai un patrimoine familial que je peux vendre. Tu vends le patrimoine? Oui. Pourquoi pas? Tu as mis des années à constituer ce patrimoine et dès qu'il y a un coup dur, je vends le patrimoine. Oui, je vends. Je vais seul dans ma tombe. Si je le laisse, les gens qui vont en bénéficier, est-ce qu'ils vont être d'accord? Est-ce qu'ils ne vont pas être d'accord? Est-ce que ça va leur servir à faire quelque chose? Est-ce que ça ne va pas les rendre paresseux? Est-ce que ça ne va pas les rendre encore beaucoup plus vigoureux pour gagner? Ce n'est pas de gagner, c'est en termes de salage. J'ai réussi à faire ça. Que ça gagne ou pas, tu as réussi à mettre quelque chose en place. Maintenant, gagner, ça c'est un esprit d'entrepreneur qui peut dire ça. Moi, j'ai un esprit d'investisseur. Ok, donc tu te définis plutôt toi comme quelqu'un qui est dans l'investissement alors? Ouais. Alors, j'imagine que tu as des enfants. Est-ce que tu as pensé déjà à la transmission? Qu'est-ce que tu veux leur transmettre? Ou alors, il faut qu'ils bossent. Chacun se débrouille. Il se débrouille. Si je vois qu'il a de bonnes idées, je peux investir dans son business. Si c'est un bon entrepreneur. Mais ça, c'est pas un problème dans nos pays. Par exemple, aux États-Unis, parce que ce sont un peu les mêmes en France maintenant, on a des familles qui se transmettent des business de génération en génération. Bouygues, par exemple. En France, en États-Unis, on a beaucoup ça, les grandes familles américaines et même allemandes.
qui se transmettent comme ça de génération en génération, un héritage entrepreneurial. Nous, dans nos pays, quand un capitaine d'industrie meurt, ses enfants commencent à se battre pour les biens. Et après, deux générations même après, c'est mort. Est-ce que c'est pas un vrai problème, ça, chez nous? Même pas 2 générations. Même parfois quand il est encore là lui-même. C'est quand il est vivant même parfois. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais pas 2 générations. Non, je n'ai pas vu de fortune dans mon pays qui a fait 2 générations. Ça n'existe pas. À ma connaissance, je n'ai pas vu. Quand j'étais jeune, j'ai vu plein de gens qui étaient très riches, machin. À leur mort, il n'y avait plus rien. Avant même leur mort, il n'y avait plus rien dans la famille. Comme on le dit chez nous, je fais une traduction mot à mot. Il n'y a pas de vieux argent chez nous. Et c'est dommage quand même, non? C'est culturel. Il faudrait que la jeunesse qui monte maintenant, qu'on arrive avec les anciens de causer sur ça. Comment on doit faire? Parce que l'entrepreneuriat, les autres, ils ont ça il y a plus de 500 ans. Depuis la conquête, avant même la conquête coloniale, depuis le XIIe siècle, ils ont commencé à naviguer sur les mers, aller prendre des richesses à droite, à gauche. Nous, depuis quand on a commencé à être riches? C'est dans les années 60. Donc, on ne connaît pas encore l'argent. On ne connaît pas comment fructifier l'argent, comment le mobiliser, comment le mettre en sécurité. On n'a pas ça. On a appris seulement à gagner. Mais le reste, ça vient avec l'expérience sur plusieurs générations. Pas tout de suite, parce que c'est pourquoi on dit toujours aux Africains, quand ils gagnent, ils achètent un avion, ils achètent une Rolls-Royce, c'est ça. Alors, pour montrer qu'il est riche ou parce qu'il a envie de ça. Parce qu'on ne connaît pas encore l'argent. On sait seulement dépenser et gagner l'argent. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec l'argent? Là, on n'a pas commencé à apprendre ça encore. Et ça va se faire sur des générations, à moins que la jeunesse et la vieille garde de l'économie des pays se mettent ensemble pour faire des causeries, débats, pour expliquer comment une fortune, c'est pas ta personne, c'est ta personne qui a cherché, mais c'est pour l'entreprise, c'est pas pour M. Koulibaly. C'est pour l'entreprise. M. Koulibaly s'en sert, il va laisser la part de la génération future. Ce n'est pas la part de ses ayants droit seulement. Mais la part de l'entreprise doit rester. C'est un patrimoine national. Ce n'est pas un patrimoine familial. L'entreprise doit être considérée comme ça. Et que les gens, ils doivent commencer à penser, à réfléchir. Et vous, les hommes des médias, vous devrez commencer à mettre les jeunes et les anciens ensemble pour qu'on discute de notre façon de léguer l'entreprise nationale à la famille ou aux descendants de celui qui a amorcé la création de cette entreprise. Ça n'appartient à personne. Ça appartient à l'État malien. On le fait, c'est pour l'État malien, c'est pour le peuple malien. On n'a pas le droit de gaspiller cette richesse qu'on a créée. Certes, il y a des gestionnaires de ces entreprises, il y a des chefs d'entreprise qui viendront prendre cette entreprise pour fructifier, pour aller comme les Européens l'ont fait. Il faudrait que nous, on réfléchisse une autre manière, comment il faut faire ça. Alors, un jeune qui nous suit, là, on arrive à la fin de notre interview, un jeune qui nous suit, là, qui est ambitieux, qui veut faire quelque chose au Mali,
qui est au Mali ou qui est dans la diaspora ici, mais qui veut aller faire quelque chose au Mali, qu'est-ce que tu lui donnes comme conseil? Qu'il le regarde bien d'abord, parce que moi, j'ai perdu 80% de ce que j'ai investi dans mon pays. Donc, qu'il réfléchit bien, qu'il regarde très bien avant d'investir, que ce soit au Mali, que ce soit en France, que ce soit ailleurs. Il n'est jamais trop tard d'investir dans son pays. Mais il faut que son pays soit compétitif. Pour investir, ce n'est pas parce qu'il vient de ce pays qu'il est obligé d'aller investir là-bas. Il faut que son pays soit compétitif, il faut que son pays soit démocratique, il faut que son pays accepte la globalisation économique dans le monde et que c'est un monde aujourd'hui qui est globalisé économiquement, financièrement et en tenir compte. Si le pays n'est pas ça aujourd'hui, il n'ira nulle part. Donc, obliger les jeunes, allez-y dans votre pays pour investir, c'est une erreur. Moi, les autres, ils vont aller investir. Nous, on a fait des erreurs. On a tout misé. Aujourd'hui, on a tout perdu. Mais je n'ose pas dire aux jeunes de ne pas aller investir au Mali. Mais il faut qu'ils regardent si le Mali est compétitif. Et cette compétition-là est obligatoire pour tous les pays du monde entier. Pour attirer les investisseurs, il faut dérouler le tapis rouge. Il ne faut pas raconter des discours qui font passer comme si le souverainisme était l'apothéose de la gestion d'un pays. Le souverainisme n'a plus sa place dans ce monde. Tu es revenu plusieurs fois dessus. Tu en veux aux autorités maliennes? J'en veux parce que j'ai tout perdu par la mauvaise gestion. Mais à quel moment tu ne te dis que tu y es pour quelque chose aussi? Est-ce que c'est à 100% le tort des autorités? Avant qu'ils ne viennent, je voulais impeccable. Tout était ouvert. J'ai tout perdu. Parce qu'il y a ni électricité, c'est la faute de qui? Ce n'est pas ma faute. S'il n'y a pas d'électricité pour que je fasse tourner mes entreprises, si je n'ai pas de compétences dans mon pays pour tous les cadres sont partis, s'il y a la corruption qu'on n'arrive pas à combattre dans mon pays, ce n'est pas ma faute. Si mon pays n'arrive pas à me donner la sécurité juridique, judiciaire dans mes activités, ce n'est pas ma faute. Chacun doit jouer son rôle. Moi, je joue le rôle d'incitateur économique et l'État malien, les dirigeants du pays doivent me donner toutes les garanties nécessaires quand j'investis et que, avec une bonne gestion de ma part, que je puisse engranger des bénéfices. Si tel n'est pas le cas, la société civile est l'arbitre de tout ça. S'il n'y a pas un bon arbitre, une bonne société civile, on a beau être un bon investisseur, l'État a beau être un partenaire fiable, ça ne marchera pas. Les trois composantes doivent être en phase. La société civile, le secteur privé et les dirigeants du pays. Il faut qu'on s'écoute, il faut qu'on s'entende, il faut qu'on négocie les choses ensemble. Si tel n'est pas le cas, je ne demanderai jamais à un jeune d'aller investir dans le pays. Je lui demande seulement de faire attention. Voilà les règles d'investissement dans un pays, que tu sois aux États-Unis, que tu veux aller aux États-Unis, en France ou n'importe où. Voilà les règles générales universelles que tu dois observer avant d'investir. Très bien, on arrive au terme de notre émission. Koulou, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous voir, de t'être rendu disponible. Ça fait longtemps qu'on essaye de planifier cette interview. On n'y était pas parvenu jusqu'à présent, donc je suis content
qu'on ait enfin pu te mettre la main dessus. D'autant plus que tu as une liberté de parole assez rare dans le paysage africain. Les gens sont beaucoup plus réservés. D'ailleurs, est-ce que tu comprends ça? Pourquoi chez nous, les anciens sont... moi, je me dis, quand on est ancien, on n'a plus grand-chose à perdre. On devrait pouvoir s'exprimer librement comme tu le fais, sans avoir peur de plaire ou de déplaire. Pourquoi les anciens chez nous se taisent? C'est un long débat. On va en reparler une autre fois. On va reparler ça une autre fois. C'est un très, très long débat. C'est pourquoi il n'y a pas de vieux argent dans notre pays. Ah oui, pour revenir à la fameuse phrase. Merci beaucoup. Merci. Bon retour à toi. Merci. Beaucoup de courage. Tu l'as dit toi-même, tu te bats pour relever, pour redresser tes affaires. On te le souhaite en tout cas. Cette vidéo parviendra forcément aux personnes à qui elle doit parvenir et j'espère qu'elles entendront le message que tu envoies, même si, comme tu l'as dit, c'est pas la première fois que tu dis ces choses. Une fois de plus, c'est pas comment on dit ça, c'est à force de forger qu'on devient forgeron, donc il faut continuer de le dire. Et c'est bien que des voix dissonantes se fassent aussi entendre et qu'on ne soit pas dans un cycle dans lequel tout le monde applaudit, même quand il y a des choses à redire. Donc, merci beaucoup à toi d'être venu de cette opportunité. C'est moi. Les amis, on arrive au terme de notre podcast avec Mamadou Sinsi Koulibaly, qui est un entrepreneur, un investisseur malien, très connu, très très connu au Mali et même dans la diaspora, qui aujourd'hui passe par une phase assez difficile dans son business. On a l'habitude ici d'avoir des entrepreneurs pour qui tout va très bien. Et aujourd'hui, on a quelqu'un pour qui hier, ça allait très bien. Et c'est bien la preuve que dans le monde des affaires, on peut être au top aujourd'hui, demain être plus bas, mais il faut savoir se relever. Dites-nous dans les commentaires ce qui vous a plu dans cette interview, ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, ce avec quoi vous êtes d'accord, ce avec quoi vous n'êtes pas d'accord, comme d'habitude. Exprimez-vous librement et bien évidemment, partagez l'interview au maximum afin qu'elle soit vue du plus grand nombre. Moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain, même lieu, même heure, pour une autre interview du podcast avec un autre invité. Ciao!